Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S304 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 21 octobre 2021. Cette émission vous est présentée par Nikon, partenaire de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Nous sommes toujours avec la photographe Olga Kravets pour parler reportage de guerre. Olga, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on dirait ? Peut-être j'ai envie de donner les conseils aux jeunes photographes ou auteurs multicasquettes qui débarquent dans le métier et je leur souhaite plein de courage parce que les termes sont flous, on ne sait pas comment s'appeler, tout change tout le temps, les règles de sécurité sur le terrain aussi. Donc, si je summarise dans quelques conseils, franchement, la sécurité, c'est primordial. N'acceptez jamais le type de commande. Si tu te trouves en Syrie, appelle-moi. Les éditeurs adorent dire ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui n'est pas entre guillemets. Il ne faut pas prendre le billet d'avion sans avoir s'est formé et s'est préparé, faire ses recherches. Choisissez les moyens de storytelling, le médium qui vous convient le mieux, avec lequel vous êtes à l'aise, mais aussi prenez en compte que parfois certaines histoires ne se racontent pas en photo. Et parfois, il faut juste passer par le texte ou encore se lancer à faire le film. Franchement, c'est l'histoire qui décide et pas vous. Après, il faut être préparé et maîtriser plusieurs médiums. Et d'ailleurs, on n'écrit pas pareil quand on fait de la vidéo et de la photo. Ou même quand d'ailleurs on fait un texte, on fait du son, il y a différentes manières d'écrire. Toi, tu écris au tout début ou tu écris une fois que tu sais quel médium tu vas utiliser ? Moi, je suis obligée d'écrire au tout début parce que pour avoir le financement, parfois, tu dois filer des dossiers qui font le trentaine de pages. Donc, j'écris en russe, en français ou en anglais. Évidemment, je me fais relire parce que ni français ni l'anglais sont ma langue natale et il n'y a pas beaucoup de bourses à postuler en russe. Et le russe, j'ai presque oublié, comme ça fait un moment que je n'habite pas là-bas. C'est-à-dire le russe professionnel pour pouvoir postuler pour le dossier. Donc, en fait, malheureusement, tout commence par écrire. Ici, en fait, si vous ne savez pas écrire ou vous n'avez pas une personne qui peut vous aider, là, vous êtes vraiment en panne. Donc, il faut d'abord résoudre cette idée. Donc, si vous voulez vous financer, pas par le travaux corporate, pas par la photographie de mariage, et sachant que par les médias, vous n'allez pas probablement gagner tous vos revenus. Je connais personne, en fait, en ce moment, qui arrive à faire que avec la presse. Donc, préparez-vous qu'il faut d'abord savoir écrire avant de prendre les photos et vidéos pour pouvoir financer votre travail et vos projets personnels. Alors, je reviens sur quelques sujets qu'on a abordés pendant cette émission avec des questions très précises. Olga, est-ce qu'un reporter de guerre se doit d'avoir un point de vue neutre sur le conflit qu'il documente ou photographie ? Je pense qu'on peut tenter. Je pense qu'on doit toujours couvrir tous les côtés des conflits possibles. Je dis tous les côtés parce que parfois il y a 5 côtés dans le conflit multiethnique. Mais par contre, on arrive toujours avec notre point de vue, avec notre expérience de vie, avec nos engagements à nous. Donc, je trouve que c'est inutile à dire qu'on peut être objectif à 100%. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer dans un reportage de guerre ? Je pense que c'est la question très ouverte et je pense que Dimitri a bien fait le synthèse sur le sujet. Les photos dont il a parlé, ça me fait penser aussi à la fille au napalm, le célèbre photo de la guerre de Vietnam. Mais en fait, si on pense d'aujourd'hui, cette photo est à peine publiable parce que c'est une fille nue. Et on la voit partout, la photo de Nick Hutt, oui, qui montre cette jeune fille en train de courir. Cette photo est devenue un symbole. Ah, c'est un symbole, ouais. C'est un symbole d'une époque et d'une guerre. Une photo qui a permis pour le peuple américain de savoir ce qui se passait au Vietnam. À l'époque, c'était une autre époque, on ne savait pas. Et c'est d'ailleurs aussi la guerre du Vietnam qui a vraiment changé le rapport entre le public et le média et le rapport entre l'armée et les journalistes. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, on est capable de montrer des choses qu'ils n'ont vraiment pas envie que le public voit. Mais la question est plus large parce que maintenant, quand on voit les photos d'Alan Kurdi, en fait, Alan Kurdi, on le voit de dos sur la plage. La fille de Napalm, elle court vers nous totalement nue. Et je pense que si aujourd'hui la jeune photographe fait une photo comme ça, peut-être elle ne va même pas l'envoyer au journal.
Et pour moi, ça reste une question ouverte. En fait, comment on protège nos sujets et comment en fait, on donne les infos. Et je n'ai pas de réponse claire de vous donner parce que l'époque change et on doit toujours... je pense que voilà, Dimitri a très bien dit qu'on doit toujours décider qu'est-ce qui est plus important, l'impact qu'une photo peut avoir ou en fait, est-ce qu'on peut vraiment faire du mal à quelqu'un qu'on a photographié. Oui, si on combine tes propos avec ceux de Dimitri et avec l'épisode de Ben Dixon, faut-tu rappeler que le contexte est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a l'image, mais il faut aussi souvent rappeler et préciser dans quel contexte elle a été prise pour pas aussi tromper la personne qui les regarde, quoi. Ah ben sans doute, même en ce moment, je travaille avec un photographe russe, Andrei Bezlepkin, qui vous connaissez pas parce que c'est quelqu'un qui est très timide, qui a bossé pendant 7 ans sur un sujet incroyable. C'est la reconstruction des guerres, des conflits modernes par ex-soldats russes qui n'arrivent pas à décrocher. Donc en fait, il est venu me chercher parce que lui, il n'est pas correspondant de guerre, il n'a pas cette expérience. Il a fait un faux correspondant de guerre dans une reconstruction des conflits. Et du coup, maintenant, ça fait des mois qu'on se parle, que je fais l'editing pour son livre, mais à quel point les gens sont ultra importants parce que maintenant, je connais son travail, mais sans le contexte très précis sur chaque image, parfois, le risque d'arnaquer le public ou être arnaqué soi-même, il est énorme. En fait, la légende, à la limite, c'est plus important que la photo. Olga, dernière question. Est-ce que le métier de reporter de guerre a encore de l'avenir pour un jeune photographe? Si on ne sort pas des paradigmes que pour faire ce métier, il faut de médias, c'est tout à fait possible. On a fêté 40 ans de l'ASCAM, la Société des auteurs, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, sur scène avec nous, les correspondants des guerres, aux producteurs radio, aux auteurs qui sont venus raconter leurs histoires, il avait un YouTuber de 26 ans qui a plongé au cœur des cartels au Mexique pour sa chaîne YouTube, qui allait suivre l'armée française au Mali. C'est juste, encore une fois, il faut bien choisir les dénominations. Ça reste tout à fait faisable. Merci beaucoup Olga pour toutes ces explications.